Un trouble du comportement alimentaire, abrégé TCA, c'est une pratique alimentaire anormale qui est associée à une grande souffrance psychique qui s'installe durablement, avec des conséquences sur la santé de l'individu. C'est un type de maladie mentale qui touche les attitudes face au corps, à son poids et à la nourriture. Ils ont aussi un impact sur la vie sociale et la qualité de vie en général. Ce qu'il faut bien comprendre à propos des troubles alimentaires, c'est qu'ils sont souvent causés par d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la nourriture à la base. Ce sont des mécanismes d'adaptation maladaptifs, donc une stratégie pour gérer la détresse qui vient d'autres situations, sans qu'elle soit efficace ou appropriée, et qui peuvent aggraver la situation. Donc ce n'est jamais juste un désir superficiel de perdre du poids, il y a toujours des causes plus profondes. L'obsession pour le contrôle de son corps, ce n'est qu'une manifestation de ce mal-être. D'ailleurs, d'après l'OMS, seulement 6% des personnes touchées par un trouble alimentaire ont un poids insuffisant. Il existe plusieurs formes de TCA qui affectent les gens touchés et leur comportement différemment. Les définitions suivantes sont synthétisées et non exhaustives. L'anorexie mentale, qui est probablement le TCA le plus connu, est un trouble alimentaire restrictif, guidé par la peur obsessionnelle de prendre du poids et le désir d'en perdre. Elle amène entre autres des comportements comme être obsédé par la nourriture, y penser en permanence avec beaucoup d'anxiété, le fait de sauter des repas ou manger le moins possible, refuser de manger certaines catégories d'aliments, éviter de manger en présence d'autres personnes, énormément se comparer aux autres, le fait de se peser régulièrement ou de se regarder ou palper excessivement dans le but de surveiller, évaluer ou contrôler son apparence physique, s'engager dans des comportements comme une pratique excessive du sport, la consommation de laxatifs et diurétiques ou le fait de se faire vomir pour compenser la nourriture qui a été ingérée. La boulimie, qui est parfois complémentaire à l'anorexie, mais pas toujours, est un cycle qui commence par une mauvaise image de son propre corps et qui cause une obsession pour la nourriture et sa restriction, ce qui amène souvent à de la frustration et donc ensuite à des crises. Ces crises, elles sont caractérisées par l'ingestion excessive de nourriture sur une période de temps réduite, généralement en cachette, suivie d'un sentiment de honte. Cette honte elle-même peut amener à tenter de compenser ce qui a été consommé en induisant des vomissements, en faisant du sport à l'excès ou en prenant des laxatifs, etc. etc. L'hyperphagie est caractérisée par une grande difficulté à arrêter de manger une fois qu'on a commencé, ce qui amène à manger une trop grande quantité de nourriture en une fois, régulièrement. C'est souvent accompagné d'un sentiment de perte de contrôle qui impacte l'estime de soi. Souvent, l'hyperphagie fonctionne aussi par cycle. Après une crise, les personnes touchées ont tendance à se restreindre pour compenser, ce qui augmente les risques de refaire une crise plus tard. Pour exemplifier un petit peu la différence entre boulimie et hyperphagie, l'exemple d'une crise de boulimie un peu classique, ce serait quelqu'un qui n'a pas mangé de la journée, qui rentre du travail et qui vide son frigo, tandis qu'une crise d'hyperphagie, c'est plus quelqu'un qui n'aurait plus faim après une première assiette et qui en mangerait encore deux après. L'orthorexie, même si elle n'est pas encore inscrite dans le DSM-5, est largement discutée et de plus en plus prise en compte dans le milieu médical. Elle est caractérisée par l'obsession pour le fait de manger d'une manière considérée comme saine. Ça peut amener à une forte anxiété par rapport à la composition des aliments et un contrôle excessif de ce qui est consommé, par exemple en arrêtant complètement de manger certaines catégories d'aliments. Elle est particulièrement courante chez les personnes qui surveillent leur alimentation dans le cadre d'une pratique sportive ou chez les personnes qui sont en rémission d'un autre TCA. Elle a aussi largement augmenté avec l'influence des réseaux sociaux, toutes les modes et injonctions à adopter certains régimes ou alimentations alternatives. Dans le cadre de la restriction de l'ingestion d'aliments, aussi appelée ARFID en anglais, les personnes touchées restreignent sévèrement certains aliments, mais pas en raison de préoccupations par rapport à leur corps, mais plutôt à cause de caractéristiques sensorielles, particulièrement la texture et le goût, mais aussi potentiellement l'odeur ou la couleur. Il est surtout développé par les enfants ou les personnes autistes. Il y a aussi le trouble appelé PICA, qui désigne l'ingestion pendant une période de plus d'1 mois de substances non comestibles, craie, terre, sable, papier, plastique. Les personnes les plus touchées sont les enfants de moins de 6 ans, les personnes enceintes et les personnes qui présentent d'autres troubles comme la schizophrénie, l'autisme ou une déficience intellectuelle. Malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'anorexie ou la boulimie qui sont les TCA les plus courants, mais le trouble des conduites alimentaires non spécifiées, aussi appelé OSFED en anglais. L'OSFED représente environ 40% des cas de troubles alimentaires. Les personnes qui ont ce trouble présentent des symptômes similaires à un ou plusieurs autres troubles alimentaires, mais sans qu'ils puissent être catégorisés strictement. Donc on reconnaît qu'il y a des comportements alimentaires qui mettent en danger la santé mentale et physique, mais sans pouvoir mettre un nom plus précis dessus. Il existe d'autres TCA, mais les principaux sont là. Même si le poids est le sujet le plus discuté quand il s'agit des TCA, ils apportent beaucoup d'autres risques pour la santé des personnes touchées. Les comportements purgatifs, la malnutrition, les carences peuvent causer, entre autres,
de la perte de muscles ou la fragilisation des os, un corps qui n'arrive plus à maintenir une température normale, la perte ou fragilisation des cheveux, des dents et des ongles, des problèmes cardiaques, des insomnies, la perte des règles, aussi appelée aménorrhée, des troubles de l'humeur, des problèmes de gestion des émotions, de la perte de mémoire, de l'incontinence, de l'anémie, des œdèmes, une diminution de la taille du cerveau, une rupture de l'estomac, etc. La prévalence des troubles du comportement alimentaire est en augmentation depuis les années 70. Environ 10% des femmes développent un trouble alimentaire au cours de leur vie, contre 4% des hommes. 22% des enfants et adolescents à travers le monde ont des préoccupations et des attitudes inquiétantes par rapport à la nourriture. Cette augmentation, elle est due à plusieurs facteurs. Il y a l'augmentation du stress, par exemple dans le cadre des études, du travail ou de la précarité financière. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui facilitent la diffusion de modes de vie idéalisés, plein de routines sportives et recettes spéciales super aliments sous couvert de self-care, avec photos retouchées à l'appui, accompagnées de ces conseils dangereux pour atteindre ses idéaux. Tout ça, ça amène bien sûr à la normalisation d'attentes absolument pas réalistes et ça encourage des comportements dangereux pour la santé, physique comme mentale. Mais sur les réseaux, il y a aussi des communautés qui partagent leur parcours de guérison et qui se soutiennent, ce qui peut énormément aider à se sentir moins seul et être très précieux quand on essaye d'aller mieux ou qu'on a des proches concernés. Un facteur qui peut aussi donner l'impression que les troubles alimentaires sont en grande augmentation, c'est le fait qu'il y a plus de sensibilisation, qu'on reconnaît de plus en plus de formes différentes de TCA, et donc qu'on a plus de chances d'être diagnostiqué aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. Certaines populations sont plus à risque de développer des troubles alimentaires. Les jeunes sont très concernés, les personnes de 12 à 25 ans étant les plus touchées par l'anorexie et la boulimie. On voit que statistiquement, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, même si les hommes sont probablement aussi sous-diagnostiqués, puisqu'ils ont moins de chances de demander de l'aide pour ça, et que s'ils le font, cette possibilité a moins de chances d'être envisagée. Les TCA peuvent aussi se manifester différemment chez les hommes, et ces manifestations sont moins étudiées. Dans les groupes sociaux les plus touchés, il y a aussi les personnes de couleur, les personnes queer, les personnes soumises à des normes corporelles strictes, comme les sportifs ou les mannequins, et les personnes autistes, etc. Ces populations, elles ont des points communs, principalement le fait qu'elles vivent de la discrimination et souvent des traumatismes, ce qui peut impacter l'estime de soi et amener le besoin de reprendre le contrôle. On en revient aux stratégies d'adaptation maladaptive. Il y a aussi la pression sociale à avoir une certaine apparence qui concerne les hommes et les femmes mais différemment. Comme mentionné juste avant, les gens qui sont dans des milieux sportifs ou artistiques peuvent être scrutés par rapport à leur physique. Dans les milieux queer aussi, particulièrement pour les hommes trans mais pas que. Les personnes noires qui vivent dans un contexte occidental peuvent aussi rencontrer beaucoup d'attentes, surtout concernant leur teinte de peau et leurs cheveux. L'hypersexualisation et les différentes attentes entre les cultures peuvent aussi être compliquées à gérer et amener à des problèmes dans l'image de soi et l'estime personnelle. Aujourd'hui, la prise en charge des TCA est principalement axée sur le poids, en oubliant souvent les sources psychologiques de la détresse. Cela ne permet généralement pas de se remettre sur le long terme, puisqu'une fois qu'un poids considéré comme sain est rétabli, l'aide professionnelle s'arrête, en tout cas provisoirement. On considère que seulement 30% des personnes malades se remettent complètement de leurs troubles alimentaires, ce qui ne veut pas dire que cette statistique n'est pas améliorable. En plus, guérir complètement c'est bien, mais aller mieux c'est déjà énorme et ça vaut la peine en soi. Donc en résumé, les troubles du comportement alimentaire sont des maladies mentales complexes qui sont la manifestation d'autres problèmes et ou traumatismes, qui n'ont parfois rien à voir avec le poids en lui-même. Même si les statistiques ne font actuellement pas rêver, il est possible de s'en sortir avec le temps, du soutien et une aide professionnelle appropriée. Le soutien et la patience de l'entourage sont très précieux et indispensables. Se remettre d'un trouble alimentaire, c'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui est extrêmement difficile, mais qui en vaut la peine.